Bonjour et bienvenue. Dans cette présentation, si c'est la première fois que vous me voyez, alors je m'appelle Christian, je suis formateur, coach et également consultant en blockchain, mais surtout en contrat intelligent. Après quelques temps qui nous ont permis de refondre tout notre programme, aujourd'hui, nous revenons avec notre rubrique hebdomadaire pour vous présenter le droit de la blockchain, ou du moins ce qu'on pourra appeler dans le futur un possible droit de la blockchain. Alors ce que nous verrons durant toute cette rubrique, ça va être les applications du contrat intelligent. Nous parlerons notamment du e-sign, mais également du LEU-TA. Nous parlerons d'une façon générale de la façon dont le contrat intelligent est perçu dans un certain nombre de pays, dont notamment les États-Unis, l'Espagne, mais pourquoi pas aussi l'Afrique et la Chine, l'Asie, etc. Nous nous intéresserons à ce qu'on pourrait appeler les termes ou les conditions qui rendent un contrat intelligent valide. Alors sans plus tarder, nous commençons par une nouvelle. La nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, le contrat intelligent, en réalité, peut être déjà exécuté en vertu des principes généraux du droit fédéral américain. En effet, la loi sur les signatures électroniques dans le commerce international, mais également national, qu'on appelle e-sign, donc E, espace, S-I-G-N, ainsi que la loi sur les transactions électroniques uniformes, qu'on appelle en abrégé UETA, pour beaucoup de praticiens, fournirait une base juridique valide pour que les contrats intelligents soient intégrés au terme d'un contrat juridique dans le but simple de ne pas exiger une législation supplémentaire sur mesure. Alors, pourquoi se comporter de cette façon-là? Eh bien, parce qu'il y a un danger. Et le danger, c'est que on ait une suite de couches supplémentaires qui viennent s'amonceler sur la régulation déjà existante. Donc, s'il y a couche supplémentaire, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de complexité, mais surtout, il y a fragmentation de la législation. Eh bien, cela a ou bien aura pour conséquence directe de pouvoir nuire directement à l'innovation en elle-même. Donc, en l'espèce ici, à la blockchain telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos il y a quelques semaines, le fait de vouloir ou de mettre en place de nouvelles législations pour chaque nouvelle innovation, eh bien, cela entraîne ce qu'on va appeler de mauvaises définitions de la technologie. Je donne quelques exemples. Quand vous lisez l'Arizona Act sur la blockchain, mais également les DLT, vous vous rendez compte que la définition qu'il donne des DLT de la blockchain, c'est que ce sont des registres immuables qui fournissent une vérité non censurée. Alors, je me permets ici de faire un aparté et de dire, c'est une erreur de vouloir définir une blockchain comme étant un registre complètement immuable qui ne fournirait que des vérités non censurées. Dans la mesure où, plus les années passent, plus on voit apparaître de nouvelles blockchains et plus on se rend compte que le risque que ces systèmes soient piratés, soient modifiés, s'agrandit. Un exemple, Ethereum classique, en moins de 6 mois, a déjà au moins subi 2 à 4 attaques, rien qu'en 2020. Ces attaques, comme on peut le comprendre, ont pour but, ont pour rôle principal de mettre en difficulté toute la chaîne, de détruire la valeur, de diminuer, par exemple, dans le cas purement financier, le prix de la valeur en crypto, que ce soit une valeur liée tout simplement à une monnaie fiduciaire ou alors à la crypto-valeur liée à de l'immobilier. Donc ici, ce qu'on met en danger, ou du moins ce qu'on se met à questionner, c'est plus de l'ordre du est-ce que je peux faire confiance à tel système blockchain et quelles sont les garanties que j'ai que ce système ne sera pas modifié par des gens mal intentionnés et qui ont non seulement les moyens, mais aussi les compétences qui permettent de se jouer des systèmes ou bien des valeurs contenues dans une blockchain. D'ailleurs, c'est en cela que aujourd'hui,
le climat, le système blockchain est encore assez fragile dans la mesure où on n'a pas encore assez de spécialistes, par exemple, qui permettent de garantir une sécurité accrue et bien maîtrisée de la blockchain, donc des cyber-agents. Et donc, dans cette perspective-là, revenant à l'Arizona Act, on se rend compte que cette façon de définir les DLT et la blockchain sont d'office très erronées.